3 milliards de dollars quittent le Botswana chaque année pour acheter l'électricité qu'il ne produit plus. À 3000 kilomètres de là, le Burkina Faso transforme 2,4 milliards, autrefois qualifiés d'aide étrangère, en crédit agricole national. Deux chiffres, un même continent, d'un côté, le pari sur les consortiums, de l'autre, la confiance en ses propres fermiers. Ibrahim Traoré incarne cette seconde voie, celle qui convertit la dépendance en discipline. Mais que révèle vraiment ce contraste sur la nouvelle souveraineté africaine? Et jusqu'où peut aller un pays qui décide de courir seul? Cette histoire n'oppose pas simplement deux nations, elle confronte deux logiques de souveraineté. Au sud, le Botswana se bat contre la dépendance énergétique. Au nord-ouest, le Burkina Faso lutte contre la dépendance économique. L'un parie sur des investisseurs capables de livrer 760 mégawatts d'électricité exportable, l'autre sur 1 million de familles capables de produire leur propre capital. Dans les deux cas, le risque c'est le même. Échouer à temps, car la maison brûle, sous la pression des délais, des dettes et des attentes populaires. Le pari du président botswanais, sauver 3 milliards d'importations avant 2027. Celui d'Ibrahim Traoré, prouver qu'une nation peut recycler 85% de son crédit agricole sans tutelle étrangère. Deux chronomètres tournent, deux modèles se mesurent. Celui qui livrera d'abord imposera un précédent sur tout le continent. Peut-on conquérir la souveraineté par la vitesse ou par la confiance? La promesse est claire. Comprendre ce que signifie, aujourd'hui, diriger quand chaque seconde compte. En un an, le Burkina Faso a déjà recyclé 85% de son fonds de crédit agricole. Ce pourcentage sec, presque discret, marque pourtant l'une des révolutions économiques les plus rapides d'Afrique contemporaine. Alors que le Botswana cherche encore à stabiliser ses centrales Morupul A et B avant de... Ouagadougou a fait basculer son économie rurale dans un modèle d'autofinancement quasi total. Ce glissement n'est pas né d'une théorie, il vient d'un refus. Refus d'attendre les décaissements des bailleurs, refus de voir les campagnes s'épuiser faute de crédit local. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'ancien flux de 2,4 milliards USD d'aide étrangère a été reconfiguré en capital national garanti par l'État à 70%, soutenu par les obligations de la diaspora et par les stocks de céréales comme collatéral. Chaque prêt est lié à une récolte, chaque remboursement à un registre biométrique. En face, le Botswana résonne en kilowatts, 3 milliards. USD fuit chaque année vers l'Afrique du Sud pour importer l'électricité qu'il ne produit plus. Son président, méthodique, négocie directement avec un consortium d'entreprises évaluées à plus de 150 milliards USD, espérant convertir la dépendance en capacité exportatrice de 760 mégawatts. Deux trajectoires parallèles, deux urgences. La lumière contre la nourriture, l'énergie contre la souveraineté. Mais derrière les chiffres, c'est une même obsession qui guide ces chefs d'État, que la valeur reste dans les mains africaines. Le Burkina Faso démontre qu'une nation peut construire sa stabilité par la microdiscipline de millions de cultivateurs. Le Botswana, qu'une rigueur industrielle peut aussi sauver un continent de la panne. Le contexte, désormais, n'est plus celui d'une opposition mais d'un apprentissage croisé. Comment chaque modèle éclaire l'autre et comment tous deux redessinent la carte du possible. Au Botswana, le visage du changement n'est pas un technocrate anonyme, mais un président qui lit lui-même ses dossiers et voyage avec une délégation réduite au strict nécessaire. Dans chaque réunion avec le consortium énergétique, il arrive avec ses notes, pas avec une armée de conseillers, et répète que sa responsabilité est de transformer 3 milliards de sorties annuelles en investissements domestiques durables. Autour de lui, les ingénieurs des centrales, les planificateurs du réseau et les industriels tributaires de l'électricité suivent chaque échéance, comme on suit le niveau d'un barrage avant la saison sèche. Au Burkina Faso, les guides ne portent pas de costumes sombres. Ce sont les présidents de coopératives, les agents de crédit villageois, les femmes qui signent pour la première fois un prêt garanti par leur récolte future. Ibrahim Traoré leur sert de point de référence politique.
Mais ce sont eux qui incarnent la rupture au quotidien, en expliquant le fonctionnement du fonds, en vérifiant les remboursements, en signalant les dérives. Les premiers résultats se lisent dans les zones pilotes. Des taux de remboursement de plus de 90, des rendements en hausse, des stocks de céréales qui restent sur le territoire au lieu de filer vers les ports. Ces personnages, visibles ou discrets, forment la colonne vertébrale des deux expériences. Sans eux, les discours sur la souveraineté resteraient théoriques. Avec eux, les premiers changements deviennent mesurables dès les premières saisons et les premiers mégawatts. C'est là que la promesse cesse d'être un slogan pour devenir une trajectoire. Tout commence par une course. Au Botswana, le président fixe une date, 2027. D'ici là, le pays doit cesser d'importer de l'électricité. 3 milliards de dollars quittent chaque année Gaborone, 3 milliards qu'il veut garder sur place. Il lit lui-même les contrats, vérifie les clauses, choisit les entreprises. « Je suis le diplomate en chef de la République », répète-t-il. Il veut que chaque pas qu'il fait serve à ramener la lumière. Les réunions s'enchaînent. Les techniciens détaillent devant les défauts de Morupul-B. Les ingénieurs évaluent les extensions nécessaires. Un consortium international s'engage. 15 sociétés. Un capital cumulé de plus de 150 milliards de dollars. Les échéances sont serrées. La première unité doit livrer avant la fin de l'année. La pression devient méthode de travail. Courir à une vitesse vertigineuse, dit-il à ses ministres. Il vieillit visiblement, mais refuse d'élargir sa délégation. Chaque signature engage une nation entière. Pendant ce temps, à 3000 km au nord-ouest, Ibrahim Traoré choisit une autre bataille. Son urgence n'est pas la lumière, mais la souveraineté. Il reprend 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère et les transforme en crédits agricoles. Les coopératives locales deviennent des guichets, les signatures sont biométriques, les délais alignés sur les saisons. En 6 mois, 1 million de familles accèdent au financement. Les remboursements commencent avant la première récolte. 92% de taux de retour. Le contraste se dessine. Un président négocie avec des consortiums, l'autre avec des communautés. L'un parle de mégawatts, l'autre de tonnes de mille. Pourtant, la logique est identique. Garder la valeur à l'intérieur du pays. Au Botswana, les usines se rallument. Au Burkina Faso, les greniers se remplissent. Deux nations courent sous la même pression. Livrées avant que la maison ne brûle. Ce 5e mouvement marque le tournant. Le discours sur la dépendance cesse d'être moral. Il devient opérationnel. La souveraineté n'est plus un mot. C'est un chantier. Et dans chaque chantier, qu'il s'agisse de lignes de transmission ou de forage, les mêmes questions résonnent. Qui contrôle le rythme? Qui encaisse le gain? Ibrahim Traoré et son homologue botswanais répondent chacun à leur manière, mais avec la même conviction. La transformation se mesure à la vitesse de l'action et à la constance du résultat. La transformation dans les deux pays se mesure désormais en chiffres précis. Au Botswana, les projections officielles annoncent une économie annuelle de 3 milliards USD dès la mise en service complète des nouvelles unités électriques. Le consortium a validé un plan d'investissement de 20 milliards USD et l'État, par ses propres audits, estime que 75 millions USD de subventions seront supprimés dès la 3e année d'exploitation. Ces montants ne sont pas abstraits. Ils se traduisent en heures d'éclairage, en emplois industriels, en production continue dans les mines et les usines qui forment l'ossature du pays. Chaque mégawatt récupéré devient une parcelle d'indépendance retrouvée. Mais ce gain comptable cache une pression humaine considérable. Les équipes travaillent jour et nuit. Les audits s'enchaînent à un rythme de crise. Le président botswanais, selon ses proches, dort rarement plus de 4 heures. Son pari, étalé sur 3 ans, repose sur une conviction qu'une nation peut, par discipline, se racheter du déficit de souveraineté accumulé depuis des décennies. De son côté, Ibrahim Traoré articule le même raisonnement autour d'autres nombres. 2,4 milliards USD reconfigurés, 1 million de familles bénéficiaires, des rendements agricoles
en hausse de 30 à 50%, et jusqu'à 200 millions USD d'importations alimentaires économisées chaque année. Ces chiffres ne sont pas de simples estimations. Ils s'appuient sur un système de suivi biométrique qui trace chaque crédit, chaque remboursement et chaque récolte. À travers les coopératives, chaque village devient un microcentre financier où la transparence se mesure en temps réel. Le taux de remboursement atteint 92% dans les districts pilotes, un record continental pour un programme agricole de cette ampleur. Les crédits côtes recyclés alimentent de nouvelles saisons et le capital tourne à l'intérieur du pays. Le Burkina Faso réinvestit la marge dans les infrastructures rurales. 50 000 forages pour l'eau, 10 000 pompes solaires pour l'irrigation, 1 500 unités de stockage pour réduire le gaspillage. Chaque chiffre s'emboîte dans une mécanique de souveraineté, moins de dépendance aux donateurs, plus de contrôle local, plus de dignité économique. Ainsi, l'équation baseline-delta s'exprime pleinement. 3 milliards d'importations supprimées d'un côté, 2,4 milliards d'aides transformées de l'autre. Deux trajectoires distinctes mais convergentes vers un même delta, l'autonomie. Les graphiques peuvent différer, mais la tendance reste identique. La dépendance recule, la production nationale avance. Et si les mégawatts du Botswana symbolisent de la puissance matérielle, les tonnes de céréales du Burkina Faso incarnent la puissance vitale. Dans cette symétrie chiffrée, les deux nations redéfinissent les indicateurs de succès africains. Non plus la taille du prêt, mais la capacité à le rembourser. Non plus la provenance du capital, mais sa rétention sur le sol national. La souveraineté devient alors une valeur mesurable, un rapport entre pression et livraison, entre risque et résultat. Ibrahim Traoré et son homologue botswanais prouvent qu'en Afrique, la rigueur peut se chiffrer, la dignité aussi. Les critiques affirment que la voie botswanaise dépend trop des capitaux étrangers, que la souveraineté ne peut pas s'acheter à coup de consortium. Ils rappellent que les investisseurs imposent toujours leurs priorités et que la rapidité exigée peut engendrer des erreurs structurelles. Pourtant, le Botswana a choisi de traiter l'investissement international comme un outil, non comme une tutelle. Son président parle d'exigence envers soi-même, pas d'allégeance. La transparence des audits et la limitation des délégations visent à garantir que chaque dollar engagé reste traçable. Dans cette approche, la pression du marché devient un levier de rigueur nationale. À l'inverse, d'autres observateurs questionnent le modèle burkinabé. Un financement massif reposant sur des coopératives locales, sans garantie externe, peut-il survivre à long terme? Le pari d'Ibrahim Traoré repose sur la discipline collective, une valeur moins mesurable qu'un taux d'intérêt. Mais les faits contredisent le scepticisme. Les remboursements atteignent 80%, les rendements progressent, et la confiance entre l'État et les agriculteurs s'est renforcée. Le modèle s'autorégule par la réputation et l'exemplarité. Un prêt remboursé devient une fierté publique. Ainsi se dressent deux rationalités cohérentes. Le Botswana mobilise la puissance du capital pour construire l'autonomie industrielle. Le Burkina Faso mobilise la puissance communautaire pour reconstruire la souveraineté économique. L'un part du haut, l'autre du bas, mais tous deux montent vers le même sommet. Dans un continent souvent piégé entre idéalisme et dépendance, ces stratégies incarnent une nouvelle maturité, celle du pragmatisme souverain. Le débat ne cherche plus à désigner un modèle supérieur. Il montre qu'il existe plusieurs chemins vers la même indépendance, plusieurs vitesses, plusieurs instruments. Et dans cette pluralité, Ibrahim Traoré devient la preuve qu'une nation peut faire confiance à ses propres mains sans renier l'efficacité. À mi-parcours, une phrase claque. Nous n'avons pas le temps. Elle marque le pivot de deux leaderships confrontés à la même urgence sous deux formes. Pour le président du Botswana, chaque heure sans électricité coûte à la nation des millions. Pour Ibrahim Traoré, chaque saison sans crédit prive des centaines de villages d'autonomie.
Les deux pays courent contre le même feu, mais pas dans la même direction. L'un fuit l'obscurité industrielle, l'autre la dépendance économique. Et c'est ici que leurs chemins se croisent symboliquement. Au cœur d'une même idée, celle d'une Afrique qui se finance elle-même, qu'il s'agisse de mégawatts ou de moissons. Le Botswana éclaire ses usines, le Burkina Faso nourrit ses terres. Sous des formes différentes, chacun démontre qu'il n'existe pas de développement sans endurance ni rigueur. Leur véritable intersection, ce n'est pas la technologie ou le secteur, c'est la discipline comme langue commune. Les résultats commencent à se lire sur le terrain. Au Botswana, les premiers 6 mégawatts produits localement réduisent déjà la facture d'importation. Les usines minières reprennent leur cadence. Le gouvernement évalue une croissance additionnelle de 1,8% du PIB dès la deuxième année d'exploitation complète. Les économies réalisées sur les subventions électriques permettent de financer les infrastructures routières et de renforcer les services publics. La population mesure enfin l'impact d'une rigueur administrative longtemps jugée austère. La lumière reste allumée, les ateliers tournent, les emplois reviennent. Au Burkina Faso, la transformation se voit d'abord dans les campagnes. 200 000 emplois saisonniers créés, des prix alimentaires stabilisés et une baisse progressive des importations agricoles estimée à 200 millions USD. Chaque coopérative publie ses remboursements en ligne, créant une transparence sans précédent. Les taux de défaut restent inférieurs à 8%, tandis que la productivité nationale grimpe de 30 à 50%. La fierté, surtout, se lit dans le langage. On ne parle plus d'aide, mais d'investissement, plus de bénéficiaires, mais de partenaires. Ibrahim Traoré résume cette mutation d'une phrase. « Notre dignité vaut autant qu'un contrat. » Les deux nations prouvent donc que la souveraineté n'est pas une théorie, mais une comptabilité du réel. La valeur ne s'envole plus, elle circule à l'intérieur. Les deux modèles, opposés en apparence, deviennent complémentaires. L'un fournit l'énergie à la machine, l'autre donne la confiance à l'homme. Dans le scénario de base, les deux programmes atteignent leurs objectifs initiaux. Le Botswana exporte ses premiers mégawatts vers la Zambie, tandis que le Burkina Faso boucle la 4e année de son crédit agricole avec un taux de recyclage stable à 85%. L'Afrique découvre deux pôles de souveraineté en marche. Dans la version optimiste, le modèle s'étend. D'autres pays du Sahel rejoignent la logique de crédit local. Des consortiums régionaux investissent dans des centrales interconnectées. Une alliance inédite entre finances communautaires et infrastructures continentales apparaît. Dans le scénario pessimiste, les retards et la fatigue s'accumulent. La pression logistique, les aléas climatiques et les tensions politiques testent la solidité des systèmes. Mais même là, la graine est semée. La dépendance n'est plus une fatalité. Chaque nation apprend à calibrer son autonomie selon ses ressources, non selon ses mirages. Le véritable horizon, c'est la convergence. Une Afrique capable d'éclairer et de nourrir en même temps. Et si cette double voie réussit, elle redéfinira la notion même de développement. Ces chiffres impressionnent, mais ce sont les visages qui convainquent. Une ouvrière du Botswana raconte que son usine fonctionne désormais sans coupure. Un agriculteur burkinabé explique que son prêt lui a permis d'acheter une pompe solaire. Entre eux, des milliers d'histoires d'endurance et de fierté se répondent. Les citoyens comprennent que la souveraineté n'est pas une déclaration présidentielle, mais une habitude quotidienne. Payer à temps, produire localement, transmettre la compétence. Le spectateur, qu'il soit africain ou non, y retrouve une leçon universelle. Le courage n'a pas besoin de permission. Les deux trajectoires convergent autour d'une même méthode. D'abord, il faut mesurer les dépendances réelles. Ensuite, il s'agit de transformer la dette en investissement interne. Puis vient l'exigence d'instaurer une discipline de résultats mesurables. Après cela, il faut diffuser le savoir technique à la base. Enfin, il reste à verrouiller la transparence dans chaque étape. Ibrahim Traoré et son homologue botswanais démontrent que la souveraineté ne s'improvise pas, elle se planifie. Leur feuille de route peut inspirer d'autres gouvernements, identifier leurs propres urgences et aligner les outils sur les besoins. Revenons aux deux figures qui ont ouvert cette histoire.
Le président botswanais, seul avec sa mallette, relisant chaque clause. Ibrahim Traoré, entouré de coopératives qui signent leurs prêts au marché du village. Deux symboles, une même intensité. Tous deux ont choisi de courir à une vitesse vertigineuse, parce que leur maison brûlait. L'un a rallumé les ampoules, l'autre les espoirs. Et dans leurs reflets croisés, c'est toute une génération de dirigeants africains qui apprend à avancer sans escorte. Cette comparaison n'est pas un verdict, mais une invitation. L'Afrique n'a pas besoin d'un modèle unique, elle a besoin d'une mémoire commune, celle des routes et des récoltes, des chiffres et des visages. Soutenir ces récits, c'est soutenir l'idée que le continent peut inventer plusieurs solutions à la fois. Partagez cette histoire, commentez-la, laissez-la voyager. Chaque mot prolonge la lumière allumée à Gaborone et l'eau puisée à Ouagadougou. Car la souveraineté, finalement, n'est pas un but, c'est une pratique quotidienne. Et c'est dans cette pratique, lente et exigeante, que l'Afrique écrit son indépendance.